suite notre retour sur l'actu. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ce serait plutôt les paroles d'un gendarme sans concession. La gendarmerie est-elle au pied du mur? Et pour en parler, nous recevons Hervé Moreau, ancien officier de gendarmerie, auteur du livre Vérité d'un capitaine de gendarmerie aux éditions Magnus. Déjà 25 000 exemplaires vendus, chers auditeurs, et il s'agit désormais aux éditions Magnus d'une version augmentée, enrichie et actualisée. Bonjour à vous, Hervé Moreau, et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Bonjour Jean-Edouard, merci de me recevoir à Radio Courtoisie. Merci beaucoup, Foumon Doré. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui. Bah, écoutez, le plaisir est partagé, cher capitaine. Alors, parlons tout de suite de notre sujet. Selon vous, quel serait l'état des lieux de la gendarmerie aujourd'hui? Et avec le recul, quel serait l'impact de la fusion avec la police sur la tutelle, pardon, avec la police sous la tutelle du ministère de l'Intérieur? Alors la tutelle sous le ministère de l'Intérieur, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'elle a été mise en place maintenant, c'est plusieurs décennies. On l'avait évoqué lorsque j'étais à Melun à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, 2002-2003. Elle était devenue effective à ce moment-là sous la volonté de Nicolas Sarkozy. Donc à mon sens, c'était une nécessité absolue, si ce n'est sur le plan disciplinaire où bien sûr les militaires de la gendarmerie nationale dépendent toujours du ministre de la Défense. Mais autrement, sur un seul ministère d'emploi, c'était une évidence, une nécessité absolue à mon sens pour gagner en rationalité, pour gagner en efficacité. Et depuis que ça a eu lieu, ça se passe plutôt très bien. Les forces de police et de gendarmerie concourent l'une et l'autre à assurer la protection de nos concitoyens, vont dans le même sens, même si ce sont des statuts différents, bien entendu. La police nationale, on l'appelle au sein de la gendarmerie nationale, vous ne l'ignorez pas, la maison d'en face. Oui. Mais ce sont des gens que j'ai beaucoup côtoyés dans ma carrière, de très grandes compétences, au moins égales aux nôtres, de très grande motivation, capables. Et je me réjouis bien sûr depuis toujours de l'excellent travail que nous faisons ensemble, même si nous avons des zones de déploiement différentes, puisque bien sûr vous ne l'ignorez pas, la police nationale sur les zones urbaines et périurbaines, Mhm. et la gendarmerie nationale plutôt sur les territoires ruraux. Mais quoi qu'il en soit, une même vocation, un même sens de la mission, c'est protéger encore et toujours nos concitoyens de ceux qui leur font du mal, tant de mal et de plus en plus malheureusement. Et ensuite, pour revenir à la gendarmerie nationale stricto sensu, bon, ben, comme vous l'avez précisé, Jean Dewar, oui, bien sûr, les choses vont mal. Nonobstant ce que peut en dire leur nouveau directeur général, Hubert Bonneau, que j'avais comme instructeur à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. À l'époque, en 2002-2003, j'étais capitaine, je venais de l'armée de terre où j'avais passé une quinzaine d'années, et lui était commandant, instructeur au sein de cette école d'officiers, et j'ai eu à le côtoyer pendant une année. Et donc, bien des années plus tard, il se trouve à la tête de la gendarmerie nationale, et puis il aura fort à faire pour essayer d'aller dans le sens de ce qui est nécessaire, puisque beaucoup de ses prédécesseurs ont immensément déçu, et nous jugerons sur acte, puisque maintenant les gendarmes bien demandent des actes, hein, demandent à voir, on les a assez, à mon sens, baladés. On a trop peu répondu à leurs besoins, qui sont innombrables, mais on va les détailler avec vous aujourd'hui, je pense. Certainement. Mais avant cela, peut-être pour nos auditeurs, parler davantage de problèmes plus concrets comment dire, qui les intéressent ou qui peuvent les toucher eux, puisqu'ils ne sont pas forcément gendarmes ni policiers. En ce qui concerne, par exemple, l'ultra-violence quotidienne que nous vivons en France en ce moment, notamment avec la tragédie récente du meurtre du petit Elias, 14 ans. Hein. Oui, Mais bon, là, oui, c'était en ville, donc ça ne concernait pas véritablement les gendarmes. Mais il y a eu oui, d'autres tragédies que nous avons connues ces derniers mois, ces dernières années, bien qui ont sûr. endeuillé la France et donc et qui se sont déroulées dans les milieux ruraux où Oui. la gendarmerie est en activité. À Donc, commencer par le jeune Thomas à Crépol, bien entendu, hein, c'est zone ça. gendarmerie, Bien sûr, bien c'est sûr. ça, voilà, tout à fait. Alors, Et selon vous, en fait, finalement, avec votre regard d'ancien officier, les forces de l'ordre en général et celles de la gendarmerie en particulier, vous semblent-elles en capacité de juguler cette criminalité? Et si oui, pourquoi est-ce que c'est devenu, selon vous, un phénomène de société? alors juguler, non, elles n'en ont absolument pas les moyens, ça c'est une certitude. On ne pourra pas la juguler, on peut à peine la maîtriser. Cette violence, est exponentielle, hein. À partir du moment où je publie la version originale de Vérité d'un capitaine de gendarmerie en 2020 et aujourd'hui en 2025, enfin tout a considérablement empiré, hein. À l'époque, j'étais, d'une certaine manière lanceur d'alerte, hein. Je précisais, ce que je subodorais en termes de gangstérisme, en termes d'intégrisme islamique, en termes d'hyperviolence. Je l'avais vécu dans mes fonctions et je le raconte dans le livre au travers
travers des meurtres, tentatives de meurtre, agressions, viols et autres. Tout ce que connaît aujourd'hui une circonscription, comme il y en a des centaines en France aujourd'hui, un officier de gendarmerie et une compagnie de gendarmerie départementale. Mais aujourd'hui, tout est exacerbé. Les coups et blessures que nous connaissions déjà à l'époque contre des militaires de la gendarmerie nationale, aujourd'hui, on connaît des degrés exponentiels. On a évoqué souvent les refus d'obtempérer, bien entendu, hein. On a évoqué Éric Comines, malheureusement, comme disait son épouse, la France a tué mon mari et je ne peux que lui donner entièrement raison. Aujourd'hui, le jeune Elias ou le jeune Thomas, ce sont des drames qui ne cessent de se répéter parce que malheureusement, rien n'est fait pour lutter contre. Il faut bien que vos auditeurs et téléspectateurs aient en tête que les décisionnaires, ce sont ceux qui nous représentent et qui nous gouvernent. Et malheureusement, depuis trop de décennies, ils nous, je ne vais pas dire qu'ils nous trahissent, mais ils ne sont pas en mesure de prendre les décisions qui s'imposent pour mettre véritablement un terme à cette hyperviolence. Et puisqu'ils ne les prennent pas, bien entendu, elle se développe selon un rythme exponentiel. Les phénomènes des gangs, ils étaient assez ténus il y a 4-5 ans en arrière, et aujourd'hui, ça devient une véritable problématique à la sud-américaine, où on peut tuer sur ordre, hein, et partout sur le territoire national. Ces gens n'ont absolument aucun respect pour la vie humaine, ne sont intéressés que par le gain, accaparent des territoires entiers où les forces de l'ordre ne vont quasiment plus, les territoires perdus de la République, comme on les nomme, et malheureusement contre lesquels on ne fait si peu, au désespoir des populations qui s'y trouvent. Non, aujourd'hui, on est absolument incapable de juguler cela. Pour beaucoup de raisons. Et la première d'entre elles, c'est parce que l'impunité est devenue quelque chose d'absolument incontournable. Les prisons n'ont jamais été construites, le pouvoir politique n'a jamais fait ce choix de construire des prisons, une dimension concentrationnaire qui permettrait de mettre hors d'état de nuire ceux qui nous font tant de mal, de les extraire de la société. Du coup, ils restent dehors, ils continuent de perpétrer les actes les plus méprisables et qui soient. Et ça, c'est un problème endémique contre lesquels les gendarmes et policiers, en dépit de leur bonne volonté, ne peuvent rien. C'est juste pas possible. On voit aujourd'hui ce qu'il en est des prisons. Ce sont des décharges à ciel ouvert où ce sont les taulards qui font la loi, presque, en dépit de l'excellente motivation et volonté des personnels de l'administration pénitentiaire. Mais là aussi, dans ce milieu comme dans tant d'autres, on est victime du pas de vague, on est victime de la lâcheté, de la pusillanimité, de l'incapacité de ceux qui nous gouvernent et nous représentent de prendre les décisions qui s'imposent. Et les choses ne changent pas. Ils sont victimes du politiquement correct, de ce pas de vague mortifère, et jusque dans les rangs de la haute hiérarchie gendarmerie. Hélas, si vous voulez que les choses changent, il faut remettre des gendarmes et des policiers sur le terrain. On a vu avec les Jeux Olympiques à Paris ce qu'il en était de la sécurité quand vous disposiez des effectifs de police et de gendarmerie à même d'assurer cette sécurité. Et qui sont Aujourd'hui, même si vous venus voulez du des monde entier. effectifs, pardon, Et qui sont même venus du monde entier. et qui sont même venus du monde entier. Aujourd'hui, si vous voulez une sécurité, il faut des militaires et des policiers sur le terrain. Et pour ça, il faut alléger la procédure pénale. La procédure pénale, le code de procédure pénale fait 3500 pages. Sur une garde à vue, sur une audition libre, sur toutes les contraintes associées à cette procédure pénale, extrêmement lourde, elle n'a jamais été allégée. Ça vous bouffe des heures gendarmes pour rien. Les avocats, les contrôles médicaux et tout ce qui s'ensuit, c'est extrêmement lourd. Si on voulait vraiment être efficace, on réduirait cette procédure pénale de 3500 pages à 200, 300. Et là, on obtiendrait des résultats. Et là, on ne passerait pas des heures gendarmes pour rien, à s'assurer de questions de forme qui n'ont aucune utilité sur le fond. Ça, on l'évoque et ça n'est jamais fait. Donc, que le pouvoir politique s'attaque à cette procédure pénale qui est extrêmement chronophage. Et là, on pourra redéployer des militaires sur le terrain. Ils en parlent, ils ne la font jamais. De la même manière, au niveau des atteintes, des coups et blessures qui sont perpétrés sur les policiers, gendarmes ou représentants de l'État, quand est-ce qu'on va mettre en place les peines planchées? Je vous pose la question. Moi, vous savez, une des raisons essentielles qui démotivent aujourd'hui les militaires de la gendarmerie nationale et mes camarades de la police, c'est le laxisme de la justice, c'est son incurie. Enfin, moi, les magistrats, je les ai pratiqués pendant toute ma carrière, ils m'ont toujours scandalisé. Je garderai pour moi ce que je pense des juges d'application des peines, des juges de la liberté et des détentions, de toutes ces peines qui ne sont jamais exécutées. C'est véritablement catastrophique. Vous avez en France 40, 50 000 multirécidivistes et aujourd'hui, on a un véritable problème avec la jeunesse, bien sûr, qui s'autorise tout parce qu'elle n'a jamais à répondre de ses actes.
Donc ça, c'est extrêmement décourageant pour les gendarmes et aujourd'hui, les démissions sont en masse parce que les militaires de la gendarmerie nationale ont le sentiment de travailler pour rien, de se crever Mmh. pour rien, pour que dalle. Mais finalement, d'après vos propos précédents, est-ce que Oui. finalement le comment dire? Le judiciaire ne serait pas contraint par, une situation qui lui échappe, en l'occurrence, ne serait-ce que, l'absence de places de prison, vous voyez ce que je veux dire? En fait, finalement, Oui. s'il y a pas de place, ils peuvent pas, faire emprisonner les gens, ça n'a aucun Mais là, on en revient au rôle fondamental de nos politiques. De nos politiques. Enfin, je suis effaré par cette classe politique, de droite ou de gauche, qui est incapable de répondre aux besoins du peuple de France. Moi, ça me semble effarant. Mais quel que soit le bord dont il est question, si on avait une politique pénale du type de celle qui est pratiquée aux États-Unis d'Amérique, enfin un pays extrêmement violent, vous ne l'ignorez pas, mmh. mais ce serait 400 000 personnes qui seraient emprisonnées en France, pas 80 000. 400 000 personnes. Là, aujourd'hui, au niveau des parquets de France, vous avez des plaintes qui sont classées sans suite pour les trois quarts d'entre elles, et vos téléspectateurs et auditeurs le savent bien. Pourquoi est-ce que ma plainte est classée sans suite? Parce que les tribunaux sont engorgés, et les tribunaux sont engorgés à cause de la lourdeur de la procédure, mais pour les instances de jugement également parce que les malfrats sont systématiquement ou quasi systématiquement remis en liberté, parce que oui, les places de prison n'ont pas été construites, et ça, c'est un tort immense qui incombe à la classe politique française. Au lieu de financer l'assistanat et de permettre la fraude, il serait bien avisé de renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie nationale, de répondre aux attentes de notre peuple et de construire des places de prison. Je crois que le président Macron en avait promis 15 000, il n'y en a pas 3 ou 4 000 qui sont sortis de terre. Il faut en moyenne 7 ans, 8 ans pour construire une maison d'arrêt dans notre pays. Enfin, ça défie le bon sens. C'est un véritable scandale. Donc, pendant ce temps, les truands, les gangsters, les narcotrafiquants pullulent. La violence, l'hyperviolence aujourd'hui est une réalité partout sur le territoire national. Et on a des politiques qui se renvoient la balle, qui font preuve d'impuissance, de faiblesse, qui se posent des questions existentielles. Et je vous pose la question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'en attendant, ceux qui tiennent la baraque, ils sont sur le terrain. Ce sont des policiers et des gendarmes extrêmement dévoués, qui en prennent plein la figure, qui font un métier difficile, qui font un métier complexe parce que la procédure pénale est difficile à maîtriser. Je l'ai enseigné, donc je peux vous en parler, et ils ont énormément de mérite. De surcroît, ils doivent assumer les accusations de certains partis extrémistes de gauche qui ne leur passent rien, qui les vouent Hégémonie? aux gémonies, bien entendu, avec la vilainie la plus infecte qui soit. Donc voilà, au bout d'un certain temps, beaucoup se posent des questions et beaucoup se disent, mais après tout, puisque je suis si peu soutenu par les pouvoirs politiques quels qu'ils soient, puisqu'on ne me permet pas de faire mon travail correctement, puisqu'il est si difficile et que je suis si exposé dans mon intégrité physique, eh bien je fais autre chose. Et comment dans l'absolu leur donner tort quand depuis des décennies, rien ne change ou si peu? Ou plutôt, et plus exactement, tout empire, oui. Donc effectivement, oui, le problème est plutôt législatif qu'exécutif ou puisque l'exécutif, on va dire que Le problème est protéiforme. Vous avez d'une part, effectivement des moyens, bien entendu. Je crois que l'année dernière, en 2023, on n'a pas encore les chiffres de 2024, mais la gendarmerie a besoin de 4 000 véhicules par an, 4 000 pour la rotation de son parc. Elle en a reçu 200. oui. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, quand j'étais en fonction à la compagnie de gendarmerie que je commandais, les bagnoles, elles avaient 100 000 bornes. Les 3 quarts du temps, elles étaient au garage de la région. Donc, moi, je veux bien tout, mais les casernes sont pourries. Quand il y a une chaudière qui casse, on doit attendre 6 mois pour qu'elle soit réparée, c'est-à-dire l'été. Les mecs sont obligés de prendre des convecteurs électriques pour chauffer leur logement de fonction. Enfin, c'est pitoyable, c'est lamentable. Alors qu'ils donnent tout, alors qu'ils s'exposent tous les jours sur le terrain, qu'ils risquent leur intégrité physique. Enfin, les militaires de la gendarmerie nationale et nos amis policiers méritent mieux, méritent mieux. Ils méritent d'avoir des équipements bien dimensionnés, une législation qui soit adaptée, un pouvoir politique qui les soutient, parce que là, c'est de la cohésion et de l'avenir de notre pays dont il est question. Les phénomènes de gang, c'est quelque chose qui est extrêmement redoutable et se mêle également, vous ne l'ignorez pas, avec l'intégrité islamique sur les zones qu'ils ont mis en coupe réglée, où ils appliquent leurs propres lois. Donc si on continue de tout laisser à l'abandon, et si on ne fait pas preuve du courage nécessaire, parce que tout n'est qu'affaire de courage, bien sûr, les choses continueront à empirer. Et en sus de cela, eh bien, s'ajoute bien sûr le pas de vague, le carriérisme qu'on peut retrouver au sein même de la gendarmerie nationale, au niveau de la hiérarchie et du corps des officiers, qui là aussi est un autre problème. Donc moi, je les connais très très bien parce que j'ai une dizaine de mes camarades de promotion de Saint-Cyr qui sont généraux aujourd'hui, qui sont généraux, et je sais bien ben, quelle disposition d'esprit les anime en termes de carriérisme, en termes
ce que l'on appelle au sein de la gendarmerie nationale le TPMG, le tout pour ma gueule. À un moment donné, ça suffit. Un général, un officier, quel qu'il soit, n'existe que pour servir ses hommes, servir les femmes et les hommes qui lui sont confiés dans le cadre de ses missions, dans le cadre de ses fonctions. Et à mon sens, ils ne le font que très peu. Et bien des problèmes inhérents au phénomène de vague de démission que l'on connaît est imputable également à ce manque de considération de la hiérarchie vis-à-vis de ceux qui font le boulot. En effet. En quelques Ouais. mots, très rapidement, selon vous, est-ce que la gendarmerie souffre de la même maladie que la police en termes de suicide de personnel, en fait, parce que la police, nous le savons, vit Ouais. ce genre de tragédie de manière un peu trop fréquente, hélas. Est-ce que la gendarmerie est touchée par ce même symptôme, enfin, ces mêmes symptômes? Oui, oui, la gendarmerie nationale est touchée, bien sûr. C'est un problème endémique, qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors, on peut nous objecter qu'on dimensionne les psychologues, enfin non, voilà, tous les ans, vous avez 20-25 militaires qui retournent leurs armes contre eux. C'est un drame épouvantable. Alors bien sûr, on entend toujours les hiérarchies dire que ce sont des raisons imputables non pas au service, mais à des raisons strictement personnelles. C'est totalement faux. Moi, je dis que c'est faux. On doit prendre soin des militaires de la gendarmerie nationale, hommes et femmes, parce que c'est un métier difficile. Là, les officiers, les majors, sous-officiers supérieurs en charge des fonctions d'encadrement doivent prendre soin du personnel. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On doit aimer les hommes et les femmes qui vous sont confiés. On doit être à leur écoute. C'est un métier difficile. L'essentiel des personnes qui servent au sein de la gendarmerie nationale sont des personnes désintéressées, engagées, aimant de leur métier. Et il ne s'agit pas de la rendre encore plus difficile en sus des questions logistiques donc, que j'ai évoquées tout à l'heure, Mhm. en sus des questions de procédure, en sus des questions de pertinence et quant au sens de l'emploi, quand on sait que celui qu'on a arrêté sera libéré aussi sec parce que les prisons n'ont pas été construites, on doit prendre soin des hommes et femmes qui font ce métier. Et ça, c'est le rôle de la hiérarchie. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv. Moi, j'ai toujours affirmé que à mes hommes et aux femmes qui m'étaient confiés que je n'existais que pour les servir, leur faciliter la vie, leur donner les ordres les plus cohérents qui soient, être sur le terrain le premier à prendre des risques. C'est ça la place du chef. Le chef doit être exemplaire. Le chef doit être courageux. C'est ça qu'on attend d'un officier de gendarmerie et pas de quelqu'un qui reste dans son burlingue à attendre que ça se passe de manière à ménager sa petite carrière. Et ça, c'est une des grandes dimensions qui fait que les suicides au sein de la gendarmerie nationale aujourd'hui sont endémiques. On n'arrive pas à y mettre un terme en dépit de tout ce qui a pu être fait. L'arme est à disposition de l'homme ou de la femme qui veut mettre un terme à son existence. Alors souvent, bien sûr, tout se greffe, des difficultés relationnelles, quelquefois financières. Nous ne sommes pas exempts de cela non plus, mais c'est avant tout d'attention, D'accord. une question aussi d'amour, j'ose le dire. Très bien. Alors, si vous étiez le chef des chefs, et là, vraiment en quelques secondes, parce que nous arrivons au Oui. terme de cet entretien, quelles mesures prendriez-vous tout de suite pour essayer de rétablir la situation de la gendarmerie en tant que chef des chefs des gendarmes? Il y a deux questions fondamentales. C'est obtenir enfin les moyens dont la gendarmerie a besoin. Et ça, c'est au directeur général de les obtenir. Donc, Mhm. ces milliards d'euros dont on a besoin pour faire en sorte que les gens militaires, hommes et femmes de la gendarmerie nationale, puissent assumer leur mission avec efficacité. Mhm. Et le deuxième point fondamental, c'est de réformer le corps des officiers, qui, à mon sens, ne va pas. C'est changer la scolarité à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, à Melun, l'académie militaire de la gendarmerie, comme ils l'appellent aujourd'hui. Mettre un terme au carriérisme, au pas de vague. Ça suffit. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui sont à la tête de la gendarmerie nationale, qui font carrière, ont une propension à se servir et non pas à servir. Ils Me- sont au service des hommes. Donc tout Merci. cela est à réformer. Merci beaucoup Hervé Moreau, ce sera le mot de la fin. Je rappelle à nos Merci à auditeurs vous. le titre de votre ouvrage. Hervé Moreau, donc Vérité d'un capitaine de gendarmerie aux éditions Magnus. Il s'agit, chers auditeurs, d'une édition augmentée, actualisée, enrichie. Déjà 25 000 ouvrages vendus, donc soyez parmi ceux qui en achèteront au-delà. Et cher Hervé Moreau, à très bientôt à notre micro. Chers auditeurs, restez bien à l'écoute de Radio Courtoisie. Dans quelques instants, le libre journal de la Résistance française. N'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque, et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag. Voilà, bah écoutez, ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai zappé plein de questions que je comptais vous poser. Effectivement, vous êtes intarissable mais tout à fait passionnant. Donc,